Bonjour à tous, je m'appelle Amélie Anzer, je suis écrivain et aujourd'hui je vais vous parler du dernier Ken Follett. Alors j'ai lu pendant les vacances de Noël le dernier Ken Follett, donc Le Crépuscule et l'Aube, qui est paru chez Lafon très récemment en fait. Comme vous pouvez le voir, c'est un sacré pavé puisqu'il fait un peu plus que de 800 pages, il fait quasiment 850 pages. Donc c'est un gros pavé et je vais vous en parler un petit peu, vous raconter un petit peu ce qui se passe et en même temps vous donner mon avis sur ce livre en tant que lectrice et en tant qu'auteur. Alors, Le Crépuscule et l'Aube se déroule avant Les Piliers de la Terre. Donc, Les Piliers de la Terre, c'est une saga qui a fait connaître Ken Follett, le grand succès de Ken Follett, dans lequel on suit plusieurs personnages avec pour fil conducteur en fait la construction d'une cathédrale. En même temps, on a un petit peu les aventures des personnages au milieu d'un système avec la royauté qui est contestée, des problèmes de dynastie, d'héritage en fait. Donc voilà, c'est une saga alors que je n'ai pas lu, j'avoue. J'ai vu le téléfilm qui m'avait énormément plu et je me suis toujours dit que je lirais Les Piliers de la Terre. Et quand j'ai vu que Le Crépuscule et l'Aube étaient sortis et que c'était en fait un préquel, donc en fait en français c'est un peu un prologue en fait, et ça se passe donc avant avec d'autres personnages, je me suis dit on va commencer comme ça, quitte à commencer par le début en fait. Crépuscule et l'Aube m'intéressait parce qu'il se passe un petit peu au même moment que la saga des The Last Kingdom. Du coup, comme j'hésitais un petit peu entre ces deux livres, je me suis dit on va commencer par Crépuscule et l'Aube, puisque Ken Follett, on connaît sa plume. Voilà, j'avais bien aimé Les Pieds de la Terre en série. Et en même temps, je me suis dit tiens, ça c'est qu'un seul livre, donc je vais commencer par ça. Et puis de toute façon, The Last Kingdom est aussi sur ma liste. Alors pourquoi je compare? Parce que en fait, les thèmes sont assez proches l'un de l'autre. C'est une période qui m'intéresse, qui commence à être à succès. Donc je m'intéressais à ça. Le Crépuscule et l'Aube en fait raconte l'histoire de trois personnages. Donc on a Edgar qui est un constructeur de bateaux qui vit avec son père et ses frères et sa mère dans une ville qui s'appelle Combes. Jusqu'au jour où il y a une attaque de vikings qui détruit la ville et détruit toute l'entreprise d'Edgar. Donc il se retrouve en fait avec sa mère et ses frères à la rue sans pouvoir pratiquer leur activité principale. Donc grâce ou à cause de l'évêque, ils vont se retrouver paysans dans une terre à l'intérieur des terres, dans un petit village complètement perdu. On a aussi Ragna Hilde, qui est une noble normande, donc qui vit en France, et va tomber amoureuse d'un noble anglais. Elle va le rejoindre pour l'épouser et en fait elle va se rendre compte que elle avait idéalisé l'Angleterre, idéalisé son mariage et voilà, donc elle va se retrouver un peu aux prises avec l'évêque qui ne la supporte pas, qui est le demi-frère de son mari, et puis le deuxième demi-frère de son mari qui est aussi un noble pas très sympa. On a un troisième personnage important qui est Aldred. Aldred est un moine qui rêve d'avoir une abbaye prestigieuse avec une immense bibliothèque. Et son ambition va faire qu'il va se mettre à dos son abbé et puis l'évêque. Donc il va se retrouver dans un tout petit prieuré, dans un minuscule monastère dans ce coin perdu justement. Et il va se serrer les coudes avec Edgar pour pouvoir mettre en place un peu plus de choses, essayer d'améliorer la situation locale et profiter du fait qu'Edgar est un petit génie pour
pour améliorer les choses, pour faire de nouvelles constructions, donc des ponts, des choses comme ça. Alors ma lecture m'a plutôt plu dans un premier temps. J'ai lu en 4 jours, j'ai vraiment fait que ça, voilà, j'ai vraiment profité de mes vacances pour lire. C'était assez addictif puisqu'en fait Ken Follett a un style, il va à l'essentiel. Il se perd pas dans des descriptions inutiles, dans des scènes avec des débuts et des fins qui ne servent à rien. Voilà, quand deux personnages ont dit l'essentiel, la scène se coupe et puis on passe à autre chose. On perd pas du temps à se dire au revoir, à parler d'autre chose et tout ça. Donc c'est un style que j'apprécie puisque c'est quelque chose que je partage aussi, même si je le fais de manière moins brutale que Ken Follett, mais c'est vrai que au moins on perd pas de temps et on enchaîne et ça donne un rythme que j'apprécie. Voilà, c'est un style que j'apprécie. L'autre chose aussi que j'ai apprécié dans cette lecture, c'est qu'on sent que Ken Follett a fait faire des recherches. Donc j'ai regardé, il fait faire ses recherches, il ne fait pas lui-même. Donc il y a toute une brigade derrière de chercheurs, un métier que j'aurais bien aimé faire d'ailleurs, de chercheurs pour sa base de livres. Donc voilà, il y a des recherches derrière et ça se sent au niveau des termes utilisés, au niveau des personnages historiques qui sont cités, même si j'ai trouvé quelques incohérences dont je parlerai après. Donc les 600 premières pages m'ont beaucoup plu et je vous expliquerai pourquoi il y a un point négatif après la 600e page. Alors il y a plusieurs points qui m'ont dérangé. Il y en a un qui est justement le fait qu'à partir de 600 pages, il se passe quelque chose qui m'a beaucoup déçu du livre. Et voilà, je vais spoiler un petit peu, donc désolée. Si vous voulez, à partir de la 600e page, Ragna se retrouve veuve et elle subit un viol de son beau-frère. Seulement, j'ai pas compris l'utilité. Puisqu'il pouvait très bien se débarrasser d'elle, il n'avait pas du tout besoin de l'épouser. En fait, il voulait récupérer des territoires, mais il pouvait manœuvrer autrement que la violer et que l'épouser pour l'obtenir. Et même, en fait, les 200 dernières pages ne servent à rien. On aurait pu les couper, enlever tout ce personnage négatif, enlever ce personnage, et on aurait pu mettre les mêmes ressorts scénaristiques, les mêmes intrigues, sans toute cette partie viol et enlèvement, puisqu'au final, Ragna ne gagne rien à part un enfant de plus à cette histoire. Edgar part en France pour apprendre des techniques qu'il aurait pu apprendre autrement. On aurait pu faire venir un personnage qui lui apprenait ces techniques-là et on aurait eu la même chose. Voilà, donc en fait on a un enchaînement d'événements, on se dit mais c'est complètement inutile. On aurait pu mettre la même fin en enlevant ce demi-frère violeur, psychopathe. On aurait pu l'enlever et coller la fin et en rajoutant peut-être une vingtaine de pages pour retomber sur ses pieds et ça serait passé. Donc voilà, on a toute une intrigue qui est inutile et donc du coup elle traîne sur 200 pages et c'est vraiment dommage. Ces 200 pages, elles me déçoivent aussi puisque finalement on retombe sur les mêmes intrigues que les Piliers de la Terre. À savoir que Edgar, qui à la base n'est pas du tout un constructeur d'église et qui est un constructeur de bateaux, il improvise constructeur de bacs et de ponts après coup. On a besoin qu'il soit plus calé niveau construction d'église, donc l'auteur l'envoie en France fuir en fait pour être en France et se retrouver à apprendre les choses d'un maître artisan. Du coup, une fois qu'il a ses techniques, il revient et construit cette église à Kingsbridge. Et mais en fait, ça, c'est les Piliers de la Terre. Voilà, dans les Piliers de la Terre, il y a le personnage principal qui va en France, qui se retrouve à apprendre une technique de construction d'une cathédrale pour revenir en Angleterre et construire sa cathédrale.
Donc déjà, on a le même style de personnage, on a la même intrigue, avec les mêmes ressorts scénaristiques, sur 200 pages, alors que voilà, on aurait pu mettre ce constructeur qui, pour une raison ou pour une autre, est appelé ici, et aide Edgar à construire ou lui apprendre des techniques, et puis voilà quoi, on aurait la même chose. Moi, je n'ai pas lu Les Piliers de la Terre, je suis un petit peu allée voir sur internet l'avis des autres lecteurs. Et en fait, justement, ceux qui ont lu Les Piliers de la Terre reprochent aussi à Ken Follett, dans ce livre, d'avoir réutilisé les mêmes ficelles. Donc je suis pas la seule à avoir trouvé ça. Pourquoi la 600e page? Parce qu'en fait, j'ai décroché en tant que lectrice, en tant que femme, parce qu'il y a une scène de sexe entre Ragna et puis un autre personnage, que j'ai trouvé assez bizarre. J'ai l'impression que l'auteur c'est un peu payé un fantasme. Mais en fait, j'ai trouvé cette scène tellement bâclée, alors que c'est sur un personnage qui se tourne autour depuis 600 pages. Voilà, ils ont envie, et quand enfin ils sont ensemble, on a cette scène bizarre, alors qu'on aurait pu avoir un truc tellement plus romantique, tellement plus doux, plus bienveillant que ça. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a d'autres scènes de sexe plus tendres, plus passionnées avant. Et là, c'est censé être le couple du livre. Et ouais, Burke. On est plus Burke que ok, chouette. Et du coup, en fait, c'est ce décrochement qu'a provoqué cette scène qui m'a fait complètement décrocher des 200 dernières pages. Puisqu'on enchaîne après sur un enlèvement, sur un viol, sur des péripéties inutiles, et c'est dommage. Alors, un autre point faible qui me gêne beaucoup, c'est peut-être que j'extrapole, peut-être que ça vient de moi, mais j'ai l'impression que Ken Follett, dépeint un haut Moyen-Âge vraiment horrible au profit d'un bas Moyen-Âge idéalisé. Je m'explique. Le Moyen-Âge, en fait, commence à partir du 5e siècle et se termine en 1492, donc découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc en fait, ça dure 10 siècles. On a 10 siècles de Moyen-Âge, ce qui est vraiment énorme quand on y pense, puisque on a 1000 ans. Le Moyen-Âge dure 1000 ans, grosso modo. Souvent, la plupart des gens s'imaginent que le Moyen-Âge, ils ont une vague représentation de la première partie, donc du 5e jusqu'au 10e siècle, et après, donc du 10e, 11e jusqu'au 15e, 14e, fin 14e, 15e, c'est surtout cette partie-là, dans ce qu'on appelle le bas Moyen-Âge, qui est représentée, puisque c'est celui où on a la chevalerie, c'est celui où on a les croisades, on a les châteaux forts en pierre, on a les armes de siège, on a toute cette représentation du Moyen-Âge, mais c'est complètement oublié, cette première partie du Moyen-Âge, qui est passionnante, qui est hyper intéressante, mais qui est complètement boudée. Cette partie-là, ça va être Charlemagne, ça va être les Mérovingiens, ça va être les Carolingiens, ça va être encore la fin des Vikings. On a beaucoup de choses qui se passent. On a petit à petit la construction du royaume de France pour la France. On a plein de petits royaumes qui finissent par s'unir par des guerres, par des mariages, par des unions, des alliances, pour faire ces grandes structures, ces grands ensembles géopolitiques qu'on a après pour le bas Moyen-Âge, pardon. Et donc du coup, je me suis dit, enfin un livre qui s'intéresse au haut Moyen-Âge. Et en fait non. Déjà, il s'intéresse vraiment qu'à la période charnière, puisque ça commence en 900 et quelques et ça finit en 1000 et quelques, en fait, le livre. Mais justement, on tombe presque dans ce cliché du haut Moyen-Âge crado, vulgaire, barbare, non civilisé, barbare dans le sens non civilisé, à ce haut Moyen-Âge où on construit des cathédrales, les gens sont structurés, le roi est obéi. En fait, c'est vraiment caricatural. Alors, pourquoi je pense ça? Déjà, rien que le titre. Le crépuscule et l'aube. Alors, le crépuscule, ça va être cette fin
cette période, cette fin du haut Moyen-Âge, puisque ça va être dans la période 900 et quelques, et l'aube, je le comprends comme l'aube avant les cathédrales, le début des cathédrales, le début de la lumière qui arrive. Donc déjà, rien que le titre, même en anglais, je me suis dit peut-être que c'est un problème de traduction, mais non, puisqu'en anglais, c'est the Evening and the Morning, désolé pour l'accent. Donc on a en fait ce côté le soir et le matin. Donc pour Ken Follett, il se passe quelque chose qui est la fin de la nuit et le début de la lumière. Et dans le livre, c'est quelque chose que j'ai observé, puisque l'endroit, donc Drengferry, où se rend Edgar et puis Aldred, c'est un endroit débauché, puisqu'il y a un prieuré, mais enfin, ouais, il y a un truc, un petit monastère, un petit prieuré, un mousquet, ça s'appelle. Et en fait, du coup, les moines dedans, ils sont polygames. Ils ont ouvertement des femmes et des enfants qui vivent avec eux. Ils prient à peine, ils communient à peine, donc ils ne respectent pas l'église. À côté de ça, le hameau à côté est aussi sale. Les personnages qui vivent là boivent de la bière toute la journée, donc ils sont bourrés du matin au soir. Il y a Dreng qui est le gérant du ferry et le frère du responsable du mosquée, qui est un personnage qui prostitue son esclave de 13 ans enceinte. Voilà, c'est dit. Et donc du coup ça nous donne des scènes assez difficiles, hein. Franchement, la scène où elle est enceinte et se fait violer, c'est... voilà, encore un viol en fait. En plus, donc on a encore l'esclavage, on a de la polygamie, la fille de Dreng, c'est une... elle couche avec tous les mecs qui passent. Finalement, elle finit mariée à 2 hommes parce que la polygamie, pourquoi pas après tout, pourquoi pas la polyandrie, on n'est plus à ça près. C'est sale, voilà, on a une description assez mauvaise, assez négative de ce trou perdu. On voit que l'église, pareil, il ne respecte pas, hein. Wistein, qui est l'évêque, il a des maîtresses, il joue au jeu, il va voir les prostituées. Il a des maîtresses ouvertement. Il fait ce qu'il veut. Il y a du trafic. Voilà. Ensuite, le roi, à un moment, on craint que le roi intervienne. Puis en fait, on se rend compte que le roi, il est complètement faible. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi il y a un roi. Au final, je ne sais même pas pourquoi ils craignent le roi en fait. Et donc du coup, on a cet aspect faible. Voilà. Et oui, c'est sûr que le pouvoir était moins en place qu'au bas Moyen-Âge. C'est sûr qu'il n'y avait pas de cathédrale, mais j'ai peur qu'on ait cette caricature en fait de haut Moyen-Âge, bas Moyen-Âge, que je trouve dommage en fait, parce qu'il y a il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y avait aussi de l'art au haut Moyen-Âge, il y a eu beaucoup de textes d'enluminure magnifiques, de sculptures d'églises romanes qui sont magnifiques, voilà, qui datent un peu de cette période et qu'on oublie. Un autre point qui m'a un peu dérangée aussi, du coup ça fait beaucoup de points, c'est, alors je dois vérifier, hein, j'avoue, mais je me suis intéressée à un moment, il cite une reine, la reine de Mercie, la dame de Mercie, dont j'arrive jamais à retenir le nom. Quand je vous l'écrirai, vous comprendrez pourquoi j'arrive pas à le retenir. La Dame de Mercie, donc c'est une des personnages principales dans la série The Last Kingdom. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça se passe à cette époque, c'est étonnant. Il me semblait que c'était un petit peu... Enfin, je voulais situer en fait le crépuscule et l'aube en fonction justement de The Last Kingdom. Et quand j'ai fait des recherches sur Wikipédia, je suis pas du tout tombée sur les mêmes dates que dans le livre de Ken Follett. Alors, qui de Wikipédia ou de Ken Follett se trompe? Bonne question. Sachant que je suis parfaitement consciente que c'est une période où on n'a pas de date très fixe. On a pas mal de... C'est un peu flou puisqu'on dépend des chroniques et puis les dates des chroniques sont pas toujours justes.
Donc du coup, c'est dur de se, de se repérer en fait. Mais voilà, il me semblait, j'avais l'impression que en fait, d'après les dates du livre par rapport aux dates que j'ai pu retrouver sur Wikipédia notamment, il y a 50 ans d'écart entre les deux et sont pas très justes. Voilà, après c'est un détail historien. Alors pour conclure sur ce livre, c'est un avis assez mitigé. Ça m'a pas dégoûté de Ken Follett, hein. Je pense que je lirai Les Piliers de la Terre. D'après ce que j'ai vu des lecteurs, c'est un peu une pâle copie des Piliers de la Terre. Donc effectivement, il a récupéré les mêmes ficelles que ce qui avait fonctionné. Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il a voulu réutiliser ce qui avait fonctionné ou est-ce qu'en tant qu'auteur, il a eu du mal à se renouveler? Je sais que ça arrive à certains auteurs après un gros succès. Ils ont du mal à faire quelque chose de nouveau, de différent. Voilà, je vais quand même conseiller ce livre à ceux qui seraient intéressés. En fait, moi, je suis assez mitigée puisque les 600 premières pages, j'ai adoré ma lecture, même s'il y a des scènes difficiles. Par contre, les 200 dernières, ouais, voilà, elles ne fonctionnent pas. Pour moi, elles n'ont pas fonctionné. Pour d'autres, elles l'ont fait. Pour d'autres encore, n'ont pas du tout accroché à tout le livre. Donc voilà, c'est un avis assez mitigé de ma lecture. Je vous ai exposé les plus et les moins. À vous de faire votre avis finalement, hein. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres avis lecture ou alors certains articles sur, certaines vidéos sur d'autres thèmes. J'en ferai une bientôt sur quelque chose de plus historique, plus mythologique.